Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du garage de chevaux. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque j'ai décidé de répondre à vos questions. Dans les commentaires de mes vidéos habituelles, voilà, il y a beaucoup de questions. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, ni de manière assez élaborée, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu à part dans laquelle j'allais condenser les questions qu'on me pose le plus fréquemment. Et j'ai sélectionné principalement voilà, les questions des débutants, les nouveaux propriétaires de 2 chevaux. Il y a pas mal de gens qui rêvent d'avoir une 2 chevaux, qui osent pas passer le cap, qui finalement se décident un jour ou l'autre et puis ils achètent une 2 chevaux sans aucune connaissance mécanique et forcément ils sont un peu perdus. C'est vrai que la 2 chevaux c'est pas la meilleure voiture à amener chez les garagistes. Souvent les garagistes sont assez désemparés face à ces bagnoles un peu curieuses. Ils ont tendance à faire du boulot vite fait, mal fait, en se disant que de toute façon c'est rien qu'une 2 chevaux ou que de toute façon ça va être facile à réparer. Et en fait c'est quand même des voitures qui demandent un peu de finesse, un peu d'expérience. Voire même beaucoup d'expérience. Donc voilà, j'ai compilé quelques questions et je vais y répondre. Alors, donc question numéro 1, et c'est vraiment celle qui revient le plus fréquemment. Est-ce qu'il faut mettre du substitut de plomb dans le réservoir de la 2 chevaux quand on fait le plein au sans plomb 95 ou 98? La réponse est non, ne mettez rien du tout, mais vraiment rien. Toute cette histoire de plomb dans le carburant, c'est une vaste supercherie. Alors oui, il y a eu du plomb effectivement pendant 30 ans, en gros, des années 70 à 2000, mais globalement ça servait à rien. Il y en avait, quand les 2 chevaux sont sortis, il n'y avait pas de plomb dans le carburant, c'est arrivé plutôt à la fin des années 60. Donc tout ça pour vous dire que la 2 chevaux n'a pas besoin de substitut de plomb, et de toute façon ce substitut de plomb qu'on vous vend dans les supermarchés, c'est de la pisse de chat, c'est vraiment juste de la connerie. Donc alors l'argument que j'entends souvent, c'est moi je préfère en mettre, ça mange pas de pain. Et bah si justement ces produits, en fait c'est des produits qui se mélangent même mal à l'essence. Et j'ai entendu souvent des histoires de personnes avec des conduites bouchées ou même dans le carburateur, hein, des conduites bouchées dans le carburateur à cause de ces produits soi-disant miracles. Donc vraiment, écoutez-moi, j'ai plus de 500 000 km d'expérience en 2 chevaux et je n'ai jamais mis une seule goutte de ces substituts de merde. Et les voitures roulent toujours très bien, donc vraiment ne mettez juste rien. Tant qu'on est dans cette question, voilà, est-ce qu'il faut mettre du 95 ou du 98? Honnêtement, dans une 2 chevaux 6, le 95 va très bien. Vous pouvez même mettre du 95 E10, hein, ça fonctionne parfaitement bien, moi je mets que ça. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que par rapport au niveau de l'allumage, par rapport au calage d'origine, eh ben, c'est parfois préférable de tourner un petit peu son boîtier, le boîtier d'allumage, notamment si vous avez des bruits de cliquetis. Et le cliquetis, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une combustion qui se passe pas tout à fait comme il faut dans les chambres de combustion. Et c'est un petit bruit comme ça qu'on entend, notamment quand vous êtes en côte, un peu en sous-régime, accélérateur à fond. À ce moment-là, si vous entendez un petit clic dans le moteur, vraiment vous lâchez un peu de la pédale d'accélérateur et vous insistez pas parce que c'est vraiment pas bon notamment pour les pistons. Mais bref, on va la faire simple. Donc si vous avez ce bruit là, vous rouvrez votre ventilateur pour accéder à votre boîtier d'allumage et vous le tournez un peu vers la gauche. Vous le tournez un peu vers la gauche et puis vous remontez le tout et vous allez faire un essai et vous verrez bien. C'est souvent qu'en fait sur les vieilles voitures, le calage d'origine avec la pige dans le volant moteur n'est pas tout à fait adapté au carburant actuel. Voilà, parfois même quand les voitures étaient neuves, c'était le cas, on pigeait, on calait le boîtier d'allumage et parfois on le tournait un peu. Donc le plus simple, voilà, vous tournez un peu votre boîtier jusqu'à ce qu'il n'y a plus aucun bruit de cliquetis, c'est le plus important. Et après, voilà, vous pouvez rouler au 95 pour 100, 200, 300, 400 000 km, il n'y aura pas de problème. Il y a beaucoup de gens qui racontent que ça attaque, que sans le plomb, les sièges de soupape vont se détruire. Encore une fois, j'ai 500 000 km d'expérience en 2 chevaux, des sièges de soupape de 2 chevaux à changer. J'en ai jamais vu, hein. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois de reprendre parfois les portées pour que ça soit vraiment propre, mais j'ai jamais vu d'usure irrégulière à cause de ça. Donc voilà, donc mettez du sans-plomb 95, mettez pas de substitut de plomb, réglez votre allumage comme il faut pour qu'il n'y ait pas de cliquetis, c'est le plus important. Deuxième question, on me parle souvent du liquide de frein, notamment pour les 2 chevaux équipés de freins à tambour, puisque celles qui ont des freins avant à disque ont du liquide de frein LHM, hein, et je vais pas
revenir là-dessus. En tout cas, pour celles qui sont en frein à tambour, il y a pas mal de gens qui sont tentés de mettre du liquide de frein silicone. Le liquide de frein silicone, c'est un liquide de frein qui porte l'appellation 5.0 également. On le trouve souvent en vente sur les salons de voitures anciennes ou chez les gens qui vendent des produits pour voitures anciennes. C'est un produit qui a l'avantage en fait d'être hydrophobe, c'est-à-dire qu'il ne garde pas en fait l'humidité. C'est une bonne chose puisque avec le liquide de frein normal, quand on a une 2 chevaux qui roule pas souvent, on se retrouve souvent à devoir changer les cylindres de frein à cause de l'humidité qui s'est mise dans les cylindres. Ça fait rouiller le tout, les cylindres se bloquent ou se mettent à fuir, etc. Donc on a souvent des problèmes sur les voitures qui ne roulent pas. Les voitures qui roulent bien et sur lesquelles le liquide de frein est changé régulièrement, c'est-à-dire une fois par an ou au moins une fois tous les 2 ans, en général il n'y a pas de souci. Mais donc il y a des collectionneurs qui sont tentés de mettre du liquide de frein silicone, il y en a beaucoup qui jurent que par ça. C'est un produit qui est intéressant effectivement. J'ai vu pas mal de voitures passer qui avaient du liquide de frein silicone. Effectivement, il n'y avait jamais de rouille dans les cylindres de frein. Par contre, j'ai souvent, on va dire qu'il y a au moins une voiture sur 2 au liquide de frein silicone qui arrive dans mon garage sur laquelle je dois refaire les freins. Et c'est pas à cause des problèmes de rouille, c'est parce que les joints ne supportent pas en fait dans le temps l'inactivité et je me retrouve en fait avec des fuites de liquide silicone sur les mâchoires et donc je me retrouve en fait dans la même situation à devoir remplacer mâchoire et au moins un kit de joint sur les cylindres de frein. Mais souvent voilà, souvent je les change par sécurité. Et ce que j'ai remarqué, ouais, c'est que le liquide de frein silicone, j'ai l'impression qu'il attaque pas mal les joints. Alors, c'est mon expérience, il y a peut-être des raisons qui vont dire que c'était peut-être mal fait, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a au moins une voiture sur 2 que j'achète au liquide de frein silicone sur laquelle je suis contraint de refaire les freins. Et finalement, c'est exactement la même proportion que sur celles qui sont au liquide de frein traditionnel. Donc, personnellement, moi, je préfère mettre du liquide de frein traditionnel qui coûte quand même énormément moins cher que le liquide de frein silicone qui, lui, pour le coup, est cher, difficile à trouver. Et donc voilà, je préfère mettre du liquide de frein normal. Moi mes voitures je les fais rouler, donc mon conseil, mettez du liquide de frein normal, gardez votre voiture votre 2 chevaux avec son liquide de frein traditionnel, mais faites-les rouler, remplacez-les régulièrement, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a ma 2 chevaux Charleston qui est une voiture avec laquelle je roule pas mal. Je reviens d'une petite promenade de 1500 km avec elle, donc j'étais en train de lui faire l'entretien et c'est en lui faisant l'entretien que je me suis dit tiens, j'ai peut-être des choses à vous expliquer ou à vous raconter. Donc je viens de faire la vidange et donc pareil, encore une fois on me demande souvent ce qu'il faut mettre comme huile dans une 2 chevaux. Il faut mettre de l'huile minérale 15-40 ou 20-50. Citroën préconisait la 20-50 en général en été et la 15-40 en hiver. La 20-50 est vraiment bien adaptée au moteur de la 2 chevaux. L'inconvénient c'est que c'est une huile qui fige dès 0 degré. Donc si vous utilisez un peu votre 2 chevaux pendant l'hiver notamment ou qu'elle dort parfois dehors même quand ça gèle, je vous déconseille de faire toute l'année à la 20-50 parce que l'huile qui fige c'est pas bon pour le moteur et les quelques fois où vous allez la démarrer avec un moteur très froid, l'huile figée ça va être bon pour rien du tout, là ça va forcer sur la pompe à huile, le moteur risque de démarrer sans être graissé correctement, c'est pas bon. Donc voilà mes conseils, si vous vidangez qu'une fois par an et que vous roulez en hiver, mettez de la 15-40 pour l'année. Si maintenant vous êtes un gros rouleur et que vous faites au moins 2 vidanges par an, c'est-à-dire une au printemps, une à l'automne, vous mettez de la 20-50 pour l'été, de la 15-40 pour l'hiver, c'est ce que Citroën préconisait de faire, ça marche très bien. Si maintenant votre voiture vous l'utilisez vraiment que on va dire d'avril à octobre et jamais en hiver, mettez de la 20-50, ça ira très bien aussi. Donc en tout cas voilà, mon conseil principal c'est d'éviter la 20-50 en hiver quand il fait très froid. On ne parle pas souvent assez de l'huile de boîte de vitesse. Pensez à vidanger votre boîte de vitesse. Alors c'est sûr qu'à l'époque, je ne sais plus ce que Citroën préconisait, peut-être tous les 30 000 km. Honnêtement, c'est pas délirant de la faire tous les 10 000, c'est-à-dire au moins une vidange sur 2. C'est juste 1 litre d'huile, c'est fait ultra rapidement. Il faut simplement trouver de l'huile 80-90. De préférence en GL4 sur les boîtes de vitesse les plus anciennes de 2 chevaux avant 70. Mais voilà, l'important c'est de mettre de la 80-90 et faites-le régulièrement. Une boîte de vitesse de 2 chevaux c'est un peu compliqué, c'est quand même assez fragile et si ça casse, c'est souvent difficile d'en retrouver une en bon état ou ça peut coûter très cher de faire refaire une boîte de vitesse de 2 chevaux par un professionnel spécialiste. Ils sont pas nombreux en France, hein, vraiment, je pense qu'il n'y en a pas 10, peut-être même beaucoup moins que 10.
Et donc vidanger votre boîte de vitesse régulièrement, c'est pas de l'argent foutu en l'air, c'est pas le petit litre d'huile qui va vous ruiner, et ça sera que bénéfique donc de le faire très fréquemment. Voilà. Je continue, question suivante, on me demande souvent qu'est-ce qu'il faut mettre comme pneu. Moi mon avis là-dessus il est assez clair, hein. Mettez des pneus Michelin, les pneus Michelin X en 125/15 comme à l'origine, c'est des super pneus, c'est ce qu'il y a de plus confortable, c'est ce qu'il y a de plus esthétique, hein, c'est important aussi, ça tient la route, c'est économique, ça dure longtemps, c'est pas si cher que ça, on est autour de 80-85 € le pneu, c'est pas délirant hein, face à des pneus à 50 € qui vont vous durer 10 000 km en vibrant avec une gueule horrible, donc autant que possible, moi je vous conseille vraiment d'acheter vos pneus pour votre 2 chevaux, de prendre des Michelin X en 125/15. Pour moi il n'y a pas d'autre alternative, j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé toutes les marques, soit ils s'usent vite, soit ils font du bruit, soit ils tiennent pas sous la pluie, soit ils tournent carré, enfin j'ai tout eu et vraiment je reviendrai pas en arrière. Je ne mets que des Michelin X, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est aussi les plus faciles à démonter et à remonter, ils ne demandent pas d'équilibrage, donc même si vous allez chez votre garagiste pour les faire changer, surtout ne demandez pas d'équilibrage, de toute façon ils n'ont pas d'équilibreuse qui accepte les routes de chevaux actuellement, donc ils vous foutent les plombs n'importe où, il n'y a pas besoin d'équilibrage avec des pneus Michelin X 125 sur une 2 chevaux, voilà. Ah oui, voilà, question suivante, un truc qu'on me demande très souvent, l'allumage électronique, pour ou contre. Honnêtement, moi je roule souvent avec l'allumage traditionnel, comme j'ai sur cette voiture. Des rupteurs, un condensateur, ça marche très bien. Effectivement, il y a des fois, on tombe sur des rupteurs ou des condensateurs de mauvaise qualité. C'est effectivement un peu le jeu, donc ça, quand on roule un allumage traditionnel, il faut toujours avoir sur soi au moins 2 kits condensateurs rupteurs, plus les outils pour remplacer son allumage au bord de route. Il faut savoir le faire, donc c'est pas ultra compliqué. Un jour je vous ferai peut-être une vidéo pour les débutants, comment on remplace et comment on règle son allumage. C'est rien de très compliqué, mais c'est vrai que si ça vous arrive un dimanche soir sous la pluie en plein hiver, c'est pas drôle quoi. Et c'est là où l'allumage électronique il marque vraiment un point, c'est que en théorie vous le montez, une fois que c'est tout réglé, ça fonctionne très bien. Voilà, il y a l'argument des performances meilleures. Honnêtement, moi je sais pas, hein, je pense que c'est surtout psychologique, hein. Une fois qu'on l'a mis, on croit qu'elle va plus vite et qu'elle consomme moins, mais je pense que dans la réalité ça change strictement rien. Ça fonctionne bien quoi, hein, mais voilà, c'est environ 200 € un allumage électronique, donc 200 € pour un truc qui apporte pas grand chose de plus. Je le conseille en tout cas pour les gens qui achètent leur première 2 chevaux, qui n'ont jamais mis les mains sous le capot, qui ne savent pas changer un allumage en bord de route. Effectivement, ça peut être pratique d'avoir un allumage électronique et de partir en confiance. Ceci dit, un allumage électronique peut aussi tomber en panne, et quand ça tombe en panne, on ne repart pas, on est bon pour appeler la dépanneuse, trouver un nouveau boîtier. Donc, ça arrive beaucoup moins souvent, mais ça peut arriver quand même, donc voilà, pour ou contre, il y a des arguments qui se défendent des deux côtés. En gros, je dirais, si vous êtes un dochiste aguerri, franchement, l'allumage traditionnel c'est très bien, et si vous êtes un grand débutant, effectivement, achetez un allumage électronique, mais prenez un bon, hein, prenez pas les moins chers ils font tourner les voitures très bizarrement. J'ai souvent parfois des voitures qui passent au garage, elles tournent bizarre, on cherche partout ce qui va pas, et finalement on se rend compte qu'il y avait un allumage électronique bas de gamme, on le dégage, on met un de qualité, et c'est le jour et la nuit, on se retrouve avec une voiture qui tourne bien et qui prend les tours, qui a un ralenti stable, et donc voilà, toujours acheter de la qualité, c'est vraiment important. On en parle moins, mais plutôt que d'investir dans un allumage électronique, moi je vous conseille surtout d'installer un régulateur de charge électronique. Le régulateur d'origine électromagnétique, je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est le régulateur électromagnétique d'origine, c'est un gros boîtier qu'on trouve en général, alors d'origine il est fixé sur la batterie, et après quand les gens changent de batterie, souvent ils le fixent un peu n'importe où sur le tablier, mais en général à la proximité de la batterie. Il y a juste une petite fiche en dessous là, et ça moi je les dégage systématiquement, parce que effectivement quand ça fonctionne ça marche, mais avec les années ça a tendance à vieillir, on se retrouve avec des voitures qui chargent
pas assez ou trop, et quand c'est trop c'est pas bon, ça fait souvent bouillir la batterie, donc ça fait des dégâts. Dans les 2 chevaux aussi spéciales par exemple, on se retrouve, il n'y a pas de témoin de charge, donc un jour simplement on monte dans sa bagnole, elle ne veut plus démarrer parce que la batterie est vide. Donc moi ce que je fais systématiquement sur les voitures qui passent au garage, c'est que je remplace ce régulateur électromagnétique d'origine par un régulateur de charge électronique. Ça se trouve chez tous les revendeurs de pièces de 2 chevaux, ça coûte je sais pas 15 balles et ça change la vie, c'est très fiable. Vraiment, j'ai extrêmement rarement vu des voitures qui avaient des problèmes de charge avec un régulateur de charge électronique. C'est vraiment très efficace, ça vous simplifie la vie, c'est changé en 5 minutes, donc voilà, régulateur de charge électronique, c'est vraiment à acheter et à mettre sur votre 2 chevaux si vous n'en avez pas encore. Allez, une question pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur première 2 chevaux et qui en cherchent une. Souvent les gens m'appellent, ils n'ont jamais eu de 2 chevaux et du coup ils ont jeté leur dévolu sur une 2 chevaux 6 des années 80 avec carburateur double corps et frein à disque. C'est un peu une connerie parce que tout le monde est persuadé que ces freins à disque c'est 1000 fois mieux que les freins à tambour, alors qu'en fait des freins à tambour ça marche bien, il y a un bon frein à main, alors que les 2 chevaux à frein à disque à l'avant ont un frein à main assez catastrophique. Donc au quotidien moi je trouve que une 2 chevaux à frein à tambour c'est bien plus confortable. Point de vue puissance de freinage, je pense qu'on est un truc c'est à peu près similaire. Alors il y en a qui ont peur que les freins à tambour ils chauffent. Honnêtement, les freins à tambour de la 2 chevaux, les freins à disque de la 2 chevaux ont une tendance aussi à chauffer, et j'entends plus souvent des gens qui se retrouvent sans frein sur une 2 chevaux à frein à disque que sur une 2 chevaux à frein à tambour. La raison elle est simple, c'est que il y a même 2 raisons. C'est qu'il y a des petits aérateurs qui amènent de l'air frais au disque de la 2 chevaux et souvent ils sont plus là, donc pensez toujours à mettre bien vos petits tuyaux de ventilation sur les disques, mais aussi le liquide de frein LHM il a une tendance à bouillir assez rapidement, je crois que c'est autour de 130 degrés. Ce qui fait que en conduite un peu sportive en montagne ou avec une voiture chargée, c'est pas voilà, j'ai souvent entendu des histoires de personnes se retrouver sans frein dans une descente, dans la descente d'un col des Alpes par exemple en 2 chevaux avec toute la famille à bord. Donc franchement moi je suis pas un inconditionnel de la 2 chevaux à frein à disque. C'est vrai que des freins à disque sur la 2 chevaux offrent plus de mordant, donc on a la sensation que ça freine plus fort. C'est un peu juste une sensation. Une 2 chevaux avec des freins à tambour bien réglés, ça marche très bien. Alors c'est vrai par contre que refaire des freins avant à tambour c'est un poil plus compliqué, voilà, ça vous prendra 1 heure de plus. Le jour où vous achetez votre voiture et qu'elle a un problème de frein, ça vous prendra 1 heure de plus pour faire les freins avant à tambour, alors qu'il y a rarement de problème avec les freins à disque. C'est vrai que c'est plus fiable dans le terme, c'est rare que les étriers fuient, mais c'est pas impossible non plus, hein. Il y a des étriers de frein qui grippent et quand il faut refaire un étrier de frein, c'est pas tellement plus simple en fait que refaire des freins avant à tambour. Donc moi personnellement je suis je suis plutôt pour les freins à tambour sur une 2 chevaux, je trouve que ça va bien. J'ai jamais eu trop eu de problème de freins à tambour qui chauffent et sur lesquels j'ai perdu d'efficacité, voilà. Donc, alors que vraiment j'ai entendu beaucoup plus d'histoires sur des personnes qui ont eu des problèmes de freins qui ne fonctionnent plus sur des 2 chevaux à frein à disque. Donc voilà, vous bloquez pas sur une 2 chevaux à frein à disque, à mon avis c'est vraiment une connerie. Et au contraire, je pense qu'une 2 chevaux à frein à tambour ça marche vraiment très très bien, quoi. Concernant les freins à tambour et les freins à disque, la date à connaître c'est septembre 81. C'est en septembre 81, donc pour le modèle 82, que Citroën met en série les freins à disque à l'avant sur la 2 chevaux. Donc voilà, si vous trouvez une 2 chevaux de 75 qui a des freins avant à disque, c'est que ça a été bidouillé. On voit souvent ça, hein. Il y a souvent des gens qui restaurent les 2 chevaux, ils dégagent les freins à tambour et ils mettent des freins à disque. Vous vous retrouvez avec une voiture qui freine pas mieux, qui a un frein à main de merde et surtout qui n'est pas conforme à ce qu'elle était à l'origine. Donc méfiez-vous de ça, hein. Des voitures trop bidouillées, c'est bon pour personne, moi je trouve. J'ai souvent la même question concernant le carburateur double corps versus le carburateur simple corps. La date à connaître cette fois-ci c'est l'année modèle 79, c'est pour donc la rentrée 78, modèle 79, que Citroën remplace le carburateur simple corps par un double corps. Alors c'est un double corps, c'est pas 2 corps parallèles, c'est 2 corps progressifs. Donc on utilise le 2e corps en fait quand on accélère à fond. Citroën a changé le carburateur principalement pour des raisons de pollution et pas pour des raisons de performance. On voit parfois des gens qui remplacent leur carbu simple corps par un double corps, c'est un peu contraignant
contraignant puisqu'il faut aussi changer la pédale d'accélérateur, puisque le double corps fonctionne avec un câble qui tire sur le carburateur alors que le simple corps fonctionne avec une tige qui pousse. Donc parfois il faut mettre un inverseur, il faut bricoler des bidules, mais tout ça pour en fait pas grand chose de mieux, voire rien du tout. Citroën donc a fait ça pour la pollution, pas pour les performances. Les 2 chevaux à carburateur simple corps fonctionnent vraiment très bien. On peut vraiment, c'est des carburateurs qui sont beaucoup plus simples en plus à nettoyer, entretenir, réparer. Franchement, là encore une fois, vous bloquez pas sur 2 chevaux à carburateur double corps. Pour moi, c'est une connerie. Ça va bien aussi, hein, mais un carburateur simple corps, vous allez consommer peut-être pareil, voire moins. Au point de vue performance, ça va être tout à fait identique. Donc il y a juste cette histoire de pollution, mais encore une fois, la pollution sur un carburateur bien réglé, vous n'aurez aucun problème au contrôle technique, puisque de toute façon la norme de pollution est adaptée à l'année de votre voiture. Et même, hein, vraiment, moi je passe toutes mes 2 chevaux avec des carbus bien réglés et j'ai des marges énormes entre ce qui est acceptable et ce que donnent mes voitures. Donc vraiment le passage de la pollution d'une 2 chevaux, c'est jamais problème, hein. Si vous avez un échappement en bon état, un carburateur propre et bien réglé, des bougies neuves, votre 2 chevaux va passer au contrôle technique à la pollution sans aucun souci. Une autre question, on me parle souvent des ampoules LED. Ouais, je sais pas quoi vous dire, parce que moi vous allez dire que j'aime pas en fait les trucs modernes, mais c'est vrai. Les ampoules LED, je trouve que ça fait pas beau. Alors vous allez me dire, des ampoules LED c'est fait pour être vu et éclairé sans que ça pompe trop d'énergie, oui. Mais je trouve que ça fait très moche de l'extérieur sur les feux avant. J'aime pas la lumière que ça fait quand ça clignote. Donc faites ce que vous voulez, hein, mais moi je suis pas chaud, hein, je suis pas chaud. Alors ouais, ça éclaire un peu plus fort, ça éclaire même bien plus fort. Par contre, il y a plein de types d'ampoules LED. Moi j'en ai déjà monté, je trouvais que le faisceau était vraiment bizarre. Ça faisait des ombres, il y avait des zones qui éclairaient bien, mais ça faisait des zones d'ombre. Donc personnellement, Bref, question suivante, un classique. Alors là, on n'est plus sur la technique, on est plus sur l'administratif. Carte grise normale ou carte grise de collection? Alors il y a plein de gens sur Facebook et sur internet qui adorent détester la carte grise de collection parce que soi-disant ça va nous faire des problèmes. Il y a les gouvernements du monde entier qui vont venir nous pourchasser pour brûler nos voitures. Moi je ne crois pas du tout à ça. Au contraire, je pense que la carte grise collection c'est quelque chose de très bien, parce que quand vous avez une voiture ancienne en carte grise collection, derrière vous il y a la FFVE, la Fédération Française des Véhicules d'Époque. C'est une fédération qui défend vos intérêts de collectionneurs et d'amateurs de voitures anciennes. C'est grâce à la FFVE que les voitures en carte grise collection peuvent rouler dans les ZFE, donc les zones à faible émission, qu'on trouve par exemple à Paris ou dans les autres grandes villes. Donc sans la FFVE, toutes les voitures un peu vieilles seraient interdites de circulation dans les grandes villes. Grâce à la FFVE, on peut rouler avec nos voitures dans les centres-villes n'importe quand. Donc c'est quand même très intéressant d'être en carte grise de collection pour ça. Ensuite il y a le coût du contrôle technique. Alors c'est vrai que sur les voitures c'est vrai que c'est bien de passer sa voiture au contrôle technique de temps en temps, ça va permettre d'être sûr qu'elle freine, qu'il n'y a pas des jeux dans les roulements. Avec une carte grise collection, vous passez votre contrôle technique tous les 5 ans, au lieu de tous les 2 ans. C'est vrai que quand on sait qu'un contrôle technique ça coûte 100 €, c'est quand même intéressant financièrement d'avoir une voiture qu'on doit moins souvent emmener. Si votre voiture date d'avant le 1er janvier 1960, vous n'avez même plus de contrôle technique du tout. Donc avec une Peugeot de 55 par exemple, comme ce que j'ai moi, je ne l'emmène plus du tout au CT. Tant que je ne la vends pas. Attention, si vous vendez une voiture en carte grise collection d'avant le 1er janvier 60, vous devez la faire passer au contrôle technique comme une voiture normale, hein, c'est important, c'est obligatoire. Et surtout, la personne qui achète la voiture, elle ne pourra pas faire la carte grise s'il n'y a pas de contrôle technique. Donc, que vous soyez vendeur ou que vous soyez acheteur, dans tous les cas, carte grise collection ou pas, quelle que soit la date, vous achetez votre voiture avec un contrôle technique valable de moins de 6 mois. Hein, donc, c'est vraiment important. Faites-le, sinon ça va coincer. Quoi d'autre? Oui, un autre intérêt de la carte grise collection en cas d'accident.
en théorie, même si votre voiture est gravement accidentée et qu'il y a des dégâts qui coûtent bien plus cher que la valeur du véhicule, vous êtes censé pouvoir récupérer l'épave sans trop de problèmes, alors qu'avec une carte grise normale, vous vous retrouvez avec la voiture saisie, carte grise annulée, enfin ça peut vraiment être le merdier. Donc vraiment en cas d'accident, tant que c'est que matériel évidemment, vous serez mieux protégé, en tout cas vous avez plus de chances de pouvoir récupérer votre voiture, la réparer vous-même en carte grise collection. Encore une fois, il y a des fois c'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement voilà. Et moi ça c'est un point sur lequel je tiens beaucoup parce que un expert qui passe, il va chiffrer les réparations de la voiture selon en confiant la voiture à un pro avec des pièces neuves, mais votre voiture parfois vous pouvez la réparer vous-même avec des pièces d'occasion. La voiture sera bien mieux réparée en plus, alors qu'en plus le pro il y a des pièces neuves qui n'existent pas, donc ça sera juste en fait un emmerdement maximal. Donc moi j'aime autant pouvoir, je préfère avoir mes voitures aspirées au tiers en carte grise collection, comme ça en cas d'accident, responsable en tout cas, je récupère la voiture, je la répare moi-même et ça sera comme ça que je suis sûr que ça sera le mieux fait. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je vous raconte juste mon expérience de plus de 20 ans à rouler en 2 chevaux, à les analyser, à les photographier, à parcourir la terre entière pour les chercher. Donc voilà, j'ai quand même un peu de bouteille là-dessus, c'est un sujet que je connais bien. Je reviens encore d'un périple de 1500 km en une semaine avec ma 2 chevaux Charleston. C'est pour ça qu'elle est en révision. Voilà, je fais une petite vidange moteur, un cardan qui claque donc je le remplace. C'est des petits soins dont ces voitures ont besoin, c'est des voitures qui ont besoin d'attention, c'est pas du tout des voitures actuelles sur lesquelles on peut faire vraiment quasi rien. Les 2 chevaux, ça demande quasiment tout le temps de les suivre, de les entretenir, de vérifier que tout aille bien, régulièrement les soulever, regarder en dessous, voir où en est la corrosion, c'est des petits trucs qui font la différence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère encore une fois qu'elle vous a plu, que j'ai pu vous apprendre des choses et puis surtout pensez à vous abonner. Si vous avez d'autres questions, mettez-les-moi en commentaire et puis peut-être que d'ici 1 an ou 2 je vous referai une autre vidéo dans laquelle je réponds à vos questions. Là j'ai fait les questions les plus courantes, celles qui me paraissaient les plus logiques, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Donc mettez ce que vous voulez en commentaire et puis je réfléchis éventuellement à faire des vidéos techniques, pourquoi pas vous montrer comment refaire des freins, changer un roulement, ou je sais pas, des choses comme ça, régler un allumage, pourquoi pas, ou les culbuteurs. Pourquoi pas, hein, c'est une idée, je sais pas, ça prend du temps. Mon activité c'est quand même avant tout de faire tourner mon garage et pas seulement de faire des vidéos sur YouTube. Je travaille tout seul, je suis pas mal sollicité, je peux évidemment pas vous fournir des 2 chevaux à tout le monde, j'ai vraiment beaucoup d'appels. Donc voilà, merci de votre compréhension, de votre patience et puis surtout merci pour votre intérêt. Je vous dis à bientôt, au revoir.